Bonjour. Alors, je mets mon minuteur, 15 minutes. Voilà, donc moi je ne suis pas médecin généraliste, je travaille depuis pas mal d'années sur la médecine générale et les soins primaires, et je vais faire une présentation d'introduction pour peut-être mettre en perspective les présentations qui vont suivre et ensuite alimenter le débat qui ne manquera pas, nous l'espérons tous. L'idée donc c'est de faire une comparaison, mais finalement une comparaison pourquoi et de quoi. Et c'est pour ça que j'ai intitulé la présentation « Système de santé, soins primaires, médecine générale » avec l'idée que finalement, il y a beaucoup de travaux sur la comparaison du système de santé et quand on travaille sur ces sujets-là, on se rend très vite compte qu'il n'y a pas de modèle idéal, qu'il n'y a pas de one best way, qu'il n'y a pas de solution parfaite, il n'y a pas de modèle parfait et que l'enjeu, c'est bien de peut-être plutôt apprendre des expériences des autres et essayer ensuite de donner des orientations et de trouver un chemin pour finalement résoudre les problèmes qui se posent de la même façon à peu près partout, mais souvent avec des solutions qui vont être similaires, mais qui vont, dans leur application, dans leur configuration, vont être très différentes. Et éventuellement, on peut aussi comparer en termes de résultats. Alors, je pense que c'est important de parler de système de santé, de soins primaires, médecine générale. Même ici, on est chez les généralistes. Et les médecins généralistes, quand même, en France, en tout cas, ils représentent 50% des médecins en termes de diplôme et on va dire 25% des médecins en termes de pratique, parce que les médecins généralistes qui font de la médecine générale au sens qui sont conventionnés avec l'assurance maladie, qui travaillent dans les centres de santé, sont à peu près 25% des médecins, c'est des données à la louche. Donc les médecins sont dans leur cabinet, mais ils sont aussi en société, ils sont aussi dans des territoires, ils sont confrontés à des régulations et il est important d'avoir une approche un peu de ces pays. Alors je ne sais pas si c'est très lisible, mais dans ma présentation, je vais d'abord essayer de comparer. Bon, les systèmes, c'est vraiment à grands traits, à grosse maille. Vous avez donc les différents pays de notre panel ce matin. Ce qui est intéressant de regarder, c'est que la densité de population n'est pas la même tout de suite. C'est une information intéressante. L'Espagne est quand même un des pays, finalement, où la densité est la plus faible. Je parle de nombre d'habitants par kilomètre carré. Et donc, on voit bien que la question de l'accès géographique est un point. On voit aussi que les mécanismes de financement des systèmes de santé vont déterminer aussi l'organisation des systèmes et aussi l'organisation des soins primaires et aussi le rôle de la médecine générale et la place de la médecine générale. Notamment, vous avez l'Espagne, le Royaume-Uni qui sont ce qu'on appelle des systèmes nationaux de santé financés par l'impôt, gérés par l'État ou par les administrations régionales, mais des administrations publiques. Et puis des systèmes plutôt assurance maladie qui sont la France avec un système d'assurance maladie obligatoire universel et puis à l'extrême la Suisse où il y a plusieurs assureurs qui sont en compétition. La gouvernance des systèmes de santé, des pays en fait, va jouer sur la gouvernance du système de santé et des soins primaires selon qu'on est centralisé ou fédéral. Et puis j'ai mis des données un peu, moi aujourd'hui je travaille à l'assurance maladie, j'ai un gros passé quand même de médecin dans la recherche et en économie de la santé. C'est intéressant de comparer aussi la recherche, le poids des dépenses qu'un pays va mettre dans la santé. Et on voit que finalement, l'Espagne est le pays qui met la proportion la plus faible en termes de PIB, qui met aussi la dépense de santé par habitant la plus faible, et qui, curieusement, quand vous regardez un indicateur de résultat système de santé, qui a la meilleure espérance de vie de notre panel. Donc c'est intéressant quand même de se dire, voilà à quoi ça sert une comparaison. Des systèmes différents, mettre des ressources différentes. La Suisse, elle va doubler la dépense par habitant. Ce sont des dépenses comparables. Et elle va à peu près avoir le même résultat que l'Espagne. Mais on a donc des moyens de faire différemment en termes de politique de santé. Si on s'intéresse aux soins primaires, là je m'appuie un peu sur des travaux un peu anciens déjà, mais qui sont sans doute un peu dépassés aujourd'hui parce que les systèmes changent, mine de rien. Et ce qu'on peut voir, alors on avait un peu utilisé une classification en distinguant des pays, on les avait classés en ce qu'on appelle, selon le modèle d'organisation des soins primaires. Alors, il y a deux polarités extrêmes, on va dire, c'est la Suisse, avec un modèle qu'on appelle professionnel non hiérarchisé, c'est-à-dire c'était la France il y a 30 ans,
avec l'idée qu'il n'y avait pas de clarification claire, ni même de système de passage obligatoire par le généraliste pour accéder aux soins spécialisés à l'hôpital, ce qu'on appelle le gatekeeping, qui existe au Royaume-Uni, qu'on appelle un modèle professionnel hiérarchisé. Et puis on voit que la France, la Belgique ont introduit progressivement des mécanismes pas forcément très contraignants, ni pour les professionnels, ni pour les patients, parce que je crois que ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'un système hiérarchisé, c'est aussi un système contraignant pour les patients. Donc, les patients, ou en tout cas les assurés, font partie de ce modèle. Et puis l'Espagne, qui est un modèle complètement, enfin assez différent, où finalement on a défini des besoins à satisfaire pour la population, on prend comme unité de base le centre de santé, on dit dans un centre de santé il faut tel ratio de tel professionnel, et ensuite on va équiper le territoire avec des centres de santé, et on doit passer par le centre de santé pour aller voir les soins spécialisés. Je pense que ce que je dis est sans doute pas tout à fait juste aujourd'hui, mais c'était quand même l'idée générale. Et puis, bien sûr, le deuxième élément très important à comprendre, c'est que c'est le statut des médecins. Dans les systèmes en Suisse, en Belgique, en France, ce qui prédomine, c'est les médecins sont des acteurs privés, libéraux, et d'ailleurs, dans la financiarisation, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'ils se font progressivement racheter, enfin, peut-être pas encore les généralistes, mais les autres secteurs privés. En Espagne, on a plutôt des acteurs qui sont salariés, enfin ils sont même tous salariés dans des centres de santé, et au Royaume-Uni, ils sont privés aussi, mais ils sont payés à la capitation, donc c'est un autre système de financement. L'autre élément, je donne quelques enfin vous les voyez ici, hein, je pense peut-être vous connaissez tout ça très bien, donc je ne vais pas trop m'attarder. Ce qui est intéressant, donc, c'est de distinguer les modes de rémunération, les modes d'exercice. La tendance générale aujourd'hui de tous les systèmes, c'est de pousser vers un développement en équipe, monoprofessionnel dans certains pays, plus ou moins développé, hein, la Suisse étant le pays peut-être où l'exercice solo reste encore à peu près à 50%, alors que dans un pays comme la France, aujourd'hui, c'est déjà en train de devenir minoritaire, mais l'équipe pluriprofessionnelle reste minoritaire en France. Hein. Patrick était soigné dans une maison de santé pluriprofessionnelle, il y a 20% à peu près, je crois, de la population qui est traitée dans une maison de santé pluriprofessionnelle en France. À l'inverse, en Espagne, ce sont des centres de santé pour tout le monde, et au Royaume-Uni, ce sont des équipes donc, avec beaucoup de professionnels différents. Et là, la régulation territoriale est également très différente. Il y a des ratios de planification, donc c'est vraiment un système descendant qu'on appelle normatif. Hein, on définit une planification finalement. En Angleterre, la régulation de l'installation a été confiée aux professionnels qui ont la responsabilité de savoir où il faut réguler des médecins. Ça peut peut-être inspirer les médecins français aujourd'hui sur les enjeux de la régulation de l'installation, qui sont quand même assez prégnants. Et puis, on voit que dans les autres pays, il y a plus ou moins des tendances à essayer de faire émerger des modes d'organisation collective et puis une organisation territoriale. Alors, là, je vais passer, après, brièvement, vous m'arrêtez hein, quand je suis à... Ça va. Je vais parler, mais ça, vous connaissez tous ça très bien, à quoi sont confrontés tous ces systèmes qui sont très différents, même s'ils ont tendance à se rapprocher, enfin, en tout cas, pratique de groupe, évolution enfin, tout un ensemble de facteurs. Eh bien, ils sont soumis aux mêmes contraintes. C'est le poids très fort des maladies chroniques dans les dépenses de santé. Là, je vous ai sorti un graphique du rapport charge des produits de l'assurance maladie pour l'année 2025. Le diabète, 10 milliards de dépenses. Et puis surtout, ce qui est important, c'est de voir que 60% à peu près de dépenses sont consommées par 35% de la population. Donc, c'est vraiment le poids des maladies chroniques. Et donc, comment éviter, en fait, ou améliorer la prise en charge de ces malades. Aussi pour un enjeu derrière d'équité, parce que si on a des dépenses trop importantes, on ne va pas pouvoir soigner tout le monde de la même façon. Les autres tendances très fortes, et je crois que c'est intéressant de l'avoir en tête aujourd'hui, c'est qu'on est dans une vague où on va vraiment avoir une part de la population âgée qui va s'accroître beaucoup parce que les baby-boomers sont en train d'augmenter, et ça c'est devant nous, là. Et ensuite ça va baisser, hein, puisqu'on va, mais beaucoup plus tard. Des inégalités d'accès aux soins, inégalités sociales qui risquent d'augmenter, et qui pose un vrai problème, en fait, parce que c'est dans un système à vocation universelle. Tous nos systèmes de santé de notre panel sont des systèmes à vocation universelle. La promesse de ces systèmes, c'est cette promesse qui est une vraie, je dirais, une vraie utopie, hein, qui a été réalisée finalement, c'est de dire que chacun paye selon ses moyens et reçoit selon ses besoins. Pour la petite histoire, c'est écrit dans le Capital de Marx. Et donc, on peut considérer aujourd'hui que ces systèmes-providence, c'est une utopie réalisée, mais s'ils n'arrivent pas à garantir ça, eh bien, ils vont être mis en cause.
Et ça, c'est très... et ça peut même fragiliser la société dans son ensemble, parce que le système de santé, c'est aussi, il a un rôle de ciment social. Le retour des risques épidémiques, ce n'est pas la peine de s'étendre là-dessus, mais on voit bien qu'il y a la nécessité de savoir s'organiser face à ça. Le risque environnemental, alors il y a les épidémies de vagues de chaleur, mais il y a aussi tout simplement le risque d'évolution, en fait, le risque climatique. Je ne suis pas collapsologue, mais on peut, selon son anxiété personnelle, voir une évolution globale se dessiner qui est assez inquiétante. Et il est peut-être intéressant de se demander aussi comment nos systèmes de soins peuvent être résilients. Et moi, je fais partie des gens qui croient que les systèmes de soins primaires peuvent être extrêmement utiles en situation de crise. En tout cas, plusieurs travaux l'ont montré au moment de la crise Covid. L'autre élément qui nous caractérise tous, c'est les évolutions de l'offre. Raréfaction de la ressource humaine disponible, pas forcément en quantité, mais aussi en temps. Un problème d'attractivité des carrières qui ne concerne pas que les médecins, mais qui concerne aussi aujourd'hui beaucoup la médecine générale, en tout cas en France, peut-être pas dans les autres pays. Des tendances donc que j'ai décrites, regroupement, travail en équipe, évolution des rôles professionnels avec des difficultés. Un risque aussi, en tout cas un phénomène, c'est la spécialisation et la segmentation croissante de l'offre. On voit quand même, il y a un danger aujourd'hui, alors peut-être pas dans les autres pays, on les écoutera, mais en France, à vouloir segmenter l'offre de soins, chacun essayant finalement de ne pas faire le sale boulot. Je dis ça, c'est une expression un peu de sociologue, on va dire, mais on va se mettre sur des actes techniques, sur des niches, ou alors sur des activités de médecine du sport, au lieu de faire de la rééducation, je parle pour les kinés. Et tout ça, c'est un vrai problème, parce que, et peut-être le système libéral favorise ça, d'une certaine façon, c'est d'échapper finalement à la contrainte qui est finalement de prendre en charge tout le monde. Donc des enjeux, il y a aussi l'hyperspécialisation, bien sûr, et donc des enjeux de besoin de coordination, d'organisation de parcours, d'approche populationnelle, et puis, bien sûr, toute l'importance des technologies de l'information. Alors, les défis qui se posent aux soins primaires aujourd'hui, je vais essayer ouvrir un peu ce débat-là, et je crois qu'on les verra à travers, je ne crois pas d'ailleurs, je suis sûr qu'on les verra à travers les présentations, c'est qu'il faut transformer les organisations et les pratiques pour répondre à la demande aux besoins de santé, et c'est difficile. C'est difficile, en tout cas en France c'est difficile. C'est difficile parce qu'il faut imaginer des choses nouvelles, et des fois c'est difficile d'imaginer des choses nouvelles, puis il faut changer les règles. Changer les règles de rémunération, changer les règles de négociation, aussi qui négocie, il faut peut-être faire émerger de nouveaux acteurs. Et ça, c'est pas simple. C'est aussi accepter qu'il y ait des rôles professionnels qui évoluent. Ça aussi, ça suppose effectivement peut-être de se mettre à réfléchir sur travailler autrement. Et puis, c'est également intégrer toutes les innovations techniques qui sont des fois présentées comme des solutions miracles ou qui sont portées par des acteurs qui aimeraient bien aussi se faire une place dans le système de santé, voire même prendre le contrôle du système de santé. Et puis, un axe peut-être central qui est... actuellement, à l'assurance maladie, je travaille sur l'avenir du projet Prado, du dispositif Prado, je ne sais pas si ça vous parle. La question de l'articulation ville-hôpital, je pense que c'est quand même un sujet assez central qui est devant nous. Autre défi, c'est d'intégrer l'approche populationnelle et la prévention secondaire mais aussi tertiaire, et on retombe sur la question de l'articulation ville-hôpital. Un des enjeux également, c'est sans doute d'arriver à connaître pour les médecins leur environnement et savoir mobiliser des ressources qui vont permettre d'agir sur le patient sans que ce soit eux, mais éducation thérapeutique, groupe de marche, activités sportives. Et tout ça, en fait, c'est des mutations. Également, renforcer le partenariat et les coopérations donc, avec les patients et les autres acteurs. Alors, j'ai mis les patients parce que sans doute on sous-estime, en tout cas c'est un des acteurs probablement essentiels dans toutes ces évolutions. Il y a pas mal de travaux aujourd'hui et d'innovations qui se font dans la formation, dans la recherche, qui se font également dans la pratique pour mieux prendre en compte son avis et peut-être l'impliquer dans le soin. Et c'est sans doute un des axes majeurs à développer. Alors je dis ça aussi parce que je travaille là-dessus à l'assurance maladie, mais je crois que c'est aussi un axe qui peut être important. Et puis, alors là je l'ai mis parce que je pense que c'est un sujet qui est devant nous aussi, c'est identifier les risques à la financiarisation, notamment dans un système de soins qui, en tout cas en France, est fondamentalement privé. C'est-à-dire que les professionnels libéraux sont des acteurs privés et ils se font... En fait, la financiarisation, c'est jamais autre chose que le changement de propriété d'une structure privée, on change de propriétaire. Et la financiarisation, c'est quelqu'un qui prend le contrôle de la structure pour générer du cash flow, des intérêts, satisfaire l'actionnaire. Et donc, mais ça reste finalement, c'est un petit peu le risque de l'organisation privée. Alors, mes deux dernières slides.
Une autre piste, je pense, qui est importante et qui est une forme de réponse, et puis parce qu'on est aussi au CNGE, c'est de renforcer le pilotage et la transformation des soins primaires donc, par la recherche et la formation. Moi, j'ai beaucoup travaillé là-dessus, pas toujours avec beaucoup de succès en termes de généralisation. Hein. Il y a une certaine difficulté en France à installer la recherche et la formation en soins primaires, qui n'est pas exactement la médecine générale. Je pense qu'un des enjeux, c'est peut-être de décentrer la médecine générale des soins primaires, c'est-à-dire que c'est de se poser autrement la question. Et pour le dire vite, je pense que les soins primaires, c'est la santé publique de proximité, et donc l'approche populationnelle, et la médecine générale, elle doit trouver sa place et renégocier sa place dedans. Ça nécessite donc de formuler des questions de recherche ou des axes de recherche qui ne sont pas uniquement sur la pratique, sur la clinique, mais qui sont sur le rôle et l'efficacité de l'interprofessionnalité, du travail en équipe, l'efficacité de certaines démarches de prévention, de protocoles, etc., ou d'organisation alternative, des méthodes et des données. Et puis, je voulais le mentionner parce que ça va bientôt sortir. Vous savez qu'il y a une enquête Paris, vous ne savez pas, qui est une approche de comparaison que l'OCDE a lancée pour comparer la performance des systèmes de santé. J'ai retrouvé les liens de tous les pays qui sont sur le panel parce qu'ils sont tous impliqués dans l'étude Paris. Et il s'agit d'évaluer la performance des soins primaires, des systèmes de soins, de l'OCDE qui participe en administrant des questionnaires sur les résultats de soins et sur l'expérience de soins à des patients porteurs de pathologies chroniques. Je pense que ça va être intéressant parce qu'on va commencer à sortir des résultats de comparaison d'efficacité des systèmes de soins primaires en Europe. Et puis pour finir, j'ai vu qu'il y avait une publication du Lancet qui est sortie en 13 novembre 2024 sur le diabète. Petit rappel, les pays d'Europe, et notamment la France et l'Espagne, sont les pays qui sont très performants, enfin, où la prévalence reste la moins élevée en termes de diabète dans le monde. Donc dézoomons un peu des fois nos regards européens, regardons dans d'autres pays. Le diabète, c'est un problème autrement considérable. Par exemple, je crois qu'en Inde, une femme sur 4 est atteinte du diabète, à peu près. Et donc, peut-être là aussi, on peut aller regarder comment ils font avec des ressources qui sont des fois nettement inférieures aux nôtres. Voilà, je vous remercie et la place aux intervenants.